Il est de ces journées qui commencent comme celles de la veille, mais après lesquelles rien ne sera plus jamais comme avant, à cause d'un instant, parfois imperceptible, où tout bascule. Sur le moment, on n'y prête pas forcément attention, parce que le signal est trop faible, ou parce qu'on refuse, consciemment ou non, de le voir. Et puis, quand on ne peut plus ni reculer, ni refuser la situation, on l'embrasse, tant bien que mal. Muriel a tout fait pour que la normalité persiste dans sa vie et dans sa famille. Elle s'est battue pour vivre, danser, chanter, sans jamais douter de l'issue de son combat. Vous écoutez le 121e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter la sensibilité. Pour plus de détails sur le contenu, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Ma vie en 2016, elle est tout à fait ordinaire. Je vis en couple, on a 40 ans, on a 2 enfants, une fille de 8 ans et demi et un petit garçon de 3 ans. On vit au Lilas, en banlieue parisienne. On a un grand appartement, chacun a sa chambre. On aime bien le week-end inviter nos amis, faire la fête. Il y a de la vie, il y a de la joie. La vie est normale, simple. Héloïse, c'est une petite fille qui est pleine de vie, qui est très joyeuse. Elle aime bien inviter ses copines à la maison. Elle écoute de la musique dans sa chambre à fond avec les copines. Elles aiment bien raconter des blagues, faire les faux folles. Voilà, c'est une petite fille qui est plutôt extravertie et très chouette. Notre été 2016 se passe dans le sud de la France, un petit village qui s'appelle Carqueiranne, où ma mère habite. Donc on passe notre été là-bas avec mon mari, les enfants. Et j'ai le souvenir de Mathias et Héloïse, tous les deux. Mathias est sur une planche de bodyboard. Et Héloïse le tire avec le leash, ce qui fait que lui glisse sur les petites vaguelettes du bord. Et je les entends rire et recommencer, et rire et recommencer. Et c'est un moment qui est très beau, très fort. À la rentrée, je remarque qu'il y a quelque chose d'inhabituel chez Héloïse. Elle qui a une écriture très très belle, très régulière. Je remarque qu'il y a une sorte de petits tremblements dans l'écriture et je me pose la question de savoir si elle est stressée. Elle rentre en CM1 et je me demande si elle est pas un peu stressée par l'école. Elle qui habituellement ça roule plutôt bien à l'école. Le week-end du 12 novembre, on est invité chez des amis à Nantes. On arrive en fin d'après-midi, le soir, les enfants jouent ensemble, nous on se prépare le dîner en buvant un apéro et Héloïse, je la vois à un moment donné assise sur le canapé, elle lit une BD. Je vois qu'elle décrypte les bulles en rapprochant la BD de son visage. Ça me questionne un peu parce qu'on avait fait un rendez-vous ophtalmo 2 semaines avant qui était tout à fait normal. Elle avait 10 sur 10 aux yeux, donc je lui pose la question, je lui demande mais tu vois trouble, tu vois flou, qu'est-ce qui se passe? Puis elle me répond un peu à côté, oui, mais ça va, c'est parce que je lis mieux comme ça. Bon, à ce moment-là, je lui dis bon on retournera voir l'ophtalmo parce que c'est pas normal. Le soir, on se couche, donc les enfants se couchent un peu plus tôt que nous. Et au petit matin, très tôt, vers 6h, Héloïse se réveille, elle a mal au cœur et elle va aux toilettes vomir. Le papa comprend que ça doit être la gastro. Donc il reste auprès d'elle et puis il remarque qu'elle elle parle bizarrement par syllabes et que c'est pas cohérent. Il vient me chercher. Et elle me répond de façon complètement incohérente avec un mélange de syllabes. On a en ligne un médecin du SAMU
Il m'explique qu'il faut venir aux urgences et qu'il prévient les urgences de l'hôpital de Nantes qu'on va arriver. Et là, je comprends qu'il se passe quelque chose de vraiment pas normal et de grave. Je sais que ça touche les fonctions neurologiques parce que je travaille à l'hôpital et j'ai un peu des notions. Donc ça me semble grave, mais en même temps, je me rassure en me disant que non, ça va pas être si grave que ça. On va vite la traiter et puis ça va passer. J'arrive aux urgences, le papa et Héloïse sont dans un box des urgences et Héloïse est allongée sur un brancard. Elle a passé une IRM juste avant, donc on attend les résultats. Je lui demande si ça va et là, elle me répond oui, ça va, je suis un peu fatiguée. Déjà, je sens qu'elle va mieux parce qu'elle arrive à s'exprimer. Le médecin des urgences vient nous chercher en nous demandant de sortir du box et de la suivre dans une pièce à côté. Donc on sort du box et là on se rend compte qu'elle est pas toute seule, qu'elle est accompagnée de l'interne, d'une infirmière et d'un autre médecin. Et on arrive dans une autre pièce où sont installées 2 chaises côte à côte, où là on nous demande de nous asseoir. On s'installe, on nous propose un verre d'eau, donc là ça me conforte dans l'idée qu'il se passe vraiment quelque chose de pas normal. Et la médecin des urgences nous annonce que à l'IRM, ils ont vu qu'il y avait une lésion au cerveau. Et elle en dit pas plus. Donc on est surpris, choqué, on comprend pas bien qu'est-ce que c'est une lésion, mais elle peut pas nous en dire plus. Donc elle nous annonce que Héloïse va être transférée à Paris, là où elle habite, à l'hôpital Necker, dans le service de neurochirurgie. Et que soit elle sera transférée en ambulance, soit en hélicoptère. Héloïse passe la nuit en réanimation, je reste avec elle. Elle parle normalement, elle regarde les dessins animés, elle a mangé. Donc ça me rassure beaucoup. Je la laisse tranquille et puis au bout d'un moment, j'avais besoin de fumer une cigarette, donc je sors de l'immeuble. Et j'appelle l'amie chez qui on était logés à Nantes. Et puis d'un seul coup, je me mets à pleurer. J'ai une peur panique qui m'envahit et je lui dis je pourrais pas vivre sans elle. On arrive donc à l'hôpital. Elle est installée dans une chambre seule. L'hôpital est assez grand, je le connaissais pas cet hôpital, il est plein de couleurs, c'est un bâtiment assez récent. L'infirmière vient nous voir en nous expliquant qu'elle doit passer une autre IRM parce que l'IRM qu'elle a passée à Nantes, les médecins n'arrivent pas à bien lire les images, donc il faut qu'elle refasse une IRM le lendemain. Elle passe l'IRM et on attend que le médecin vienne nous voir dans sa chambre pour nous dire ce qu'il en est. Les heures passent et nous, l'angoisse commence à monter et je finis par m'agacer. Je décide d'aller voir le médecin qui est dans le couloir en train de faire la visite du soir dans les chambres. Je l'intercepte entre 2 chambres et je lui dis qu'il faut absolument qu'il vienne nous voir et qu'il nous explique ce qui se passe parce que nous, ça fait 48 heures qu'on attend de savoir ce que notre fille a. Et je le sens assez mal à l'aise, alors il me répond que oui, il passera, mais il finit sa visite et puis à ce moment-là, soit il passe après, mais c'est pas sûr, mais en tout cas demain matin, sûr, il passe. Et moi, je m'énerve et je lui dis non, ça sera pas demain matin, ça sera après votre visite parce que nous, on peut plus attendre. Donc il me répond d'accord. Et on retourne dans la chambre et on attend. Et là, au bout de 2 heures, une infirmière vient nous voir en nous disant « Le médecin vous attend dans son bureau ». Donc enfin, on se dirige avec le papa donc dans un long couloir qui nous mène sur un autre bâtiment. Et là, c'est plus tout à fait le même bâtiment parce qu'on passe par une petite passerelle. C'est une architecture moderne, un mélange de métal, de peinture un peu noire. C'est assez sinistre. Enfin, moi, j'ai le souvenir de couleurs très sombres. On toque au bureau du médecin, on rentre, il nous fait asseoir.
il a son écran d'ordinateur allumé avec les images IRM d'Héloïse. Et là, il nous tourne l'écran. Il fait le contour avec son doigt d'une espèce de forme et il nous dit « Héloïse a une tumeur au cerveau ». Moi, je m'écroule intérieurement. On s'attendait pas à ça, en fait. Pour nous, une lésion, c'était peut-être un peu une hémorragie, quelque chose, un kyste, je sais pas. Enfin, tout sauf une tumeur, le mot tumeur. Et le médecin tout de suite enchaîne en nous expliquant que elle est peut-être bénigne, elle est peut-être maligne, et que pour le savoir, il faut qu'il l'opère et qu'il fasse une biopsie de cette tumeur pour savoir quel traitement adapter à son cas. Le papa pose la question, mais non, enfin, quel est le pourcentage de chance que ce soit bénin, malin? Et là, il part dans des considérations statistiques, moi, qui m'échappent. En fait, j'entends plus rien, je suis complètement sidérée. En gros, ce que j'entends, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit bénin ou malin, elle aura de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Et le mot radiothérapie et chimiothérapie me choque encore plus. J'explose en larmes et je dis au médecin, mais c'est pas possible, elle a que 8 ans. Et là, je vois dans son regard qu'il est très triste et qu'il sait pas quoi me répondre. Et il me répond juste, oui, je sais. C'est comme si on était deux fantômes. On sait que la vie sera plus jamais comme avant. Il y a une fissure qui s'est vraiment creusée à ce moment-là. On fait les choses machinalement, c'est-à-dire mécaniquement. On sort du bureau et là, il y a qu'une chose auquel moi je me raccroche, c'est Héloïse nous attend dans sa chambre. Et je pense que c'est ça qui me sauve, parce qu'elle est là, parce qu'elle nous attend et que c'est elle en fait qui est le plus important dans l'histoire. Donc c'est ce qu'on fait, on retourne dans la chambre, on discute un peu avec elle, on lui dit qu'on a vu le médecin et que effectivement le médecin a trouvé qu'elle avait une boule dans la tête. On peut pas prononcer le mot tumeur, c'est trop dur pour nous. Et on lui explique que la boule, on va être obligé d'aller en enlever un petit morceau pour voir si c'est une boule qui est entre guillemets gentille, un peu méchante ou très méchante. Elle nous fait totalement confiance. Donc si pour nous, on accepte cette intervention-là, bah elle l'accepte. Je demande à une amie à moi, dont la sœur connaît bien une chanteuse qu'Héloïse adore, c'est sa chanteuse préférée, c'est Louane. Et je demande à mon amie de demander à sa sœur si c'est possible d'avoir un petit message de Louane pour Héloïse, pour lui donner du courage. À peine, je dirais, 1 heure après, on a un message de Louane, donc sur mon téléphone, qui s'est pris en photo, en selfie, et qui met un petit mot sous la photo en disant « Bon courage, ma petite Héloïse, je te fais plein de bisous et je sais que tu es une petite fille très courageuse. » Et Héloïse découvre ce message et elle est hyper heureuse. Louane, elle y croit pas, sa chanteuse préférée, en plus on a été la voir en concert 15 jours avant, lui envoie ce message-là rien qu'à elle et avec beaucoup de sincérité. Donc elle est hyper contente. Et ce message-là, on va l'imprimer en format A4 qu'on va plastifier et qu'on va mettre dans sa chambre pour donner du courage à Héloïse. Je suis super heureuse parce que j'ai envie de faire tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir pour voir ma fille sourire, pour qu'elle soit heureuse. On arrive au moment de l'intervention. Héloïse a son doudou avec elle et on l'accompagne devant les portes du bloc opératoire. L'infirmière nous explique que l'intervention va durer bien 4 heures. Donc elle nous conseille d'aller faire un tour et d'aller manger un bout dehors, de sortir de l'hôpital et d'en profiter pour aller se balader et pas attendre à l'hôpital, ça sert à rien. Donc c'est ce qu'on fait, on mange un bout et puis on essaye de penser à autre chose, on parle d'autre chose et on attend que le temps passe. Donc au bout de 4 heures, enfin je dirais 3h30, on repart à l'hôpital et puis on décide d'attendre dans le hall
du service, il y a des sièges, une machine à café, et 4 heures passent. Bon, on commence un petit peu à s'inquiéter, mais bon, on me dit voilà, c'est normal. Au bout de 5 heures, on va voir la secrétaire hospitalière, puis on lui demande des nouvelles. On lui dit bon, bah là, ça fait quand même plus de 4 heures. Et elle nous explique que c'est normal, qu'il faut pas s'inquiéter, il faut attendre, le médecin va pas tarder. Donc on continue à attendre dans le couloir. Et là, à un moment donné, je me lève et je vois au loin le médecin, le chirurgien, habillé en blouse blanche. Donc je comprends qu'il est sorti du bloc opératoire. Je le vois rentrer tout de suite dans un bureau, suivi de la neurologue, de la cadre infirmière. Et je les vois fermer la porte tout de suite derrière eux. Et là, je panique. Je me dis que ils se sont enfermés dans le bureau parce que il faut qu'ils en parlent et qu'ils savent pas comment ils vont nous dire qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle est morte sur le billard. Donc j'attends devant le bureau. On attend. Le médecin finit par sortir du bureau et il nous voit. Et là, il nous explique très naturellement qu'il est content, qu'il a fait ce qu'il avait à faire, que ça s'est bien passé. Donc nous qui nous étions imaginé le pire juste avant, on est soulagés. Elle est vivante, elle nous attend en salle de réveil et on est pressé d'aller la retrouver. Pour rentrer dans le service de réa, il y a des codes à faire, il faut s'habiller avec des habits stérilisés, il faut mettre une charlotte, il faut mettre des chaussons aux pieds, il faut se désinfecter les mains je sais pas combien de fois. Les chambres, en fait, ce sont que des chambres vitrées et au milieu, il y a un îlot où se trouvent en fait les infirmières avec les ordinateurs et les médecins qui surveillent les constances des patients qui sont dans ces box-là. Et c'est bien sûr que des enfants. On retrouve Héloïse dans un de ces box tout vitrés. Et là, elle a un énorme pansement sur la tête qui lui recouvre pas les yeux, on voit ses yeux. Par contre, elle est intubée de partout. Elle dort. Bon, elle est en vie, on entend les bip bip, on est rassuré. Et puis, surtout, on voit Doudou qui est à côté d'elle. Et c'est elle, c'est Héloïse, avec son bandeau autour de la tête, avec toutes ces machines autour d'elle et ses tubes. Mais elle est avec Doudou, donc tout va bien. Elle reste en réa 48 heures et après elle est transférée dans le service de neurochirurgie dans une chambre seule, donc une chambre à nouveau classique, il n'y a plus tous les tubes autour d'elle et le médecin lui demande de se lever et là elle pose les 2 pieds par terre et en fait elle perd l'équilibre puisque sa jambe droite ne la tient pas et son bras droit tombe et ne réagit pas. Donc on la porte, on l'aide un peu à se déplacer et puis après on la repose dans le lit et là on constate qu'effectivement il y a un problème, elle est paralysée. Le médecin nous explique que ça va se remettre en place parce que c'est l'hématome en fait de la tumeur qui fait que du coup elle est beaucoup plus grosse et qu'elle touche des zones moteurs. Donc bon, on n'est pas plus inquiet que ça, on est choqué quand même de voir notre fille qui ne tient plus sur ses 2 jambes. Mais comme le médecin nous dit que ça va se résorber, on fait confiance au médecin et on n'est plus à ça près en fait. Avant qu'elle se fasse opérer, elle tétait 2 doigts, les 2 doigts de la main droite. Et d'ailleurs, c'était un peu un sujet litigieux entre nous parce que 8 ans et demi, 9 ans, il était temps qu'elle arrête de mettre ses doigts dans la bouche. Après cette première intervention, comme elle a été paralysée du bras droit, elle a plus jamais tété ses doigts et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y avait une partie d'Héloïse qui était plus là, quoi. 7 jours après, on nous annonce les résultats de la biopsie. Le médecin nous convoque dans une petite pièce, accompagné d'une infirmière. Et là, le chirurgien nous annonce que Héloïse a une tumeur de haut grade, la plus agressive qui soit. On est choqué, en fait, on n'a pas de mots, on subit. On sent qu'on s'écroule intérieurement, mais je dirais, il y a une sorte de protection psychique qui se met en place pour pas qu'on s'écroule totalement. Et toujours, la question qui arrive derrière, c'est
ok, elle a la tumeur la plus agressive qui soit, mais elle va être traitée. Donc, on va trouver un traitement, on va la guérir. Donc, à chaque fois, on rebondit et on garde espoir parce que c'est notre fille et que elle va s'en sortir. Donc, on attend la suite. Donc, on arrive à l'hôpital Curie pour suivre les soins d'Héloïse. Et il y a un étage légué pour les enfants où, d'un seul coup, on entend des bruits d'enfants, on entend des jeux, on voit des enfants avec des petites bicyclettes en train de rouler dans ce long couloir, leur tête toute dégarnie, où ils ont plus de cheveux, mais on entreaperçoit de la joie, de la vie. Le médecin qui s'occupe d'Héloïse nous convoque dans son bureau pour nous expliquer la suite. Il y a plusieurs médecins. Il y a une autre médecin qui est l'assistante clinique. Il y a la secrétaire médicale, une infirmière, et je crois c'est tout. Mais encore une fois, il y a du monde. Donc à chaque fois, on commence à avoir l'habitude. Quand on voit du monde, c'est que on va nous annoncer des nouvelles encore difficiles. Et là, le médecin nous dit on va débuter par de la radiothérapie pour essayer de freiner la progression de la tumeur d'Héloïse. Et là, moi, je suis extrêmement choquée puisque j'entends freiner l'évolution, la progression de la tumeur. Mais en fait, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. J'ai envie d'entendre pour réduire et faire disparaître la tumeur de ma fille. Et je lui dis, mais on va pas la guérir, Héloïse, on va pas la réduire, la tumeur? Et elle me dit, ben non, c'est pas possible. Je sens à l'intérieur de moi une colère qui monte, mais de la rage en fait, de la rage. Et je réponds à ce médecin, mais en fait, pourquoi on lui fait faire de la radiothérapie? Elle me répond, bah c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Du coup, je sais plus quoi lui répondre. Je lui pose la question sur le pronostic vital de ma fille, pour combien de temps elle en a. Et là, elle me répond 6, 9, voire 12 mois maximum. À ce moment-là, j'ai envie de partir, j'ai envie de disparaître. Je peux pas supporter ça. Je peux pas supporter d'entendre que ma fille est condamnée à mourir et qu'elle en a pour 12 mois maximum de vie. Tous les espoirs qu'on avait quand même maintenus, qu'on avait gardés, en fait, tout s'écroule. Il n'y a plus d'espoir. La seule chose qui me tient à ce moment-là, c'est de retrouver ma fille. Il n'y a que ça qui compte. Parce que elle est vivante et qu'elle a besoin de nous et qu'elle a rien demandé et elle mérite pas d'être abandonnée. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut être avec elle. Et il n'y a que ça, à ce moment-là, moi, qui me fait du bien, c'est d'être à ses côtés. Alors quand je la retrouve, c'est toujours une bulle réconfortante. En fait, c'est une bulle d'amour. C'est mon bébé. Je l'aime tellement fort que en fait l'amour prend tout le dessus et il y a que ça qui compte. C'est quand on est à ses côtés et continuer à être ses parents, à être à ses côtés. Et à ce moment-là, on se pose pas de questions sur la suite. On profite du moment présent. On n'a même pas besoin d'y mettre de l'intention, ça se fait vraiment automatiquement. Il faut savoir qu'on a arrêté de travailler tous les deux et qu'on a bénéficié de jours de congé enfant malade, ce qui nous permet de passer nos journées avec Héloïse. Avec le papa, on alterne, une nuit c'est lui qui dort avec elle, une autre nuit c'est moi. Quand le papa dort avec Héloïse, je rentre à la maison et j'ai tout un trajet en métro à faire avec un changement. Et quand je sors du bâtiment, le chemin pour aller au métro, je veux disparaître, je peux plus supporter ce cauchemar. J'ai envie de me fondre dans le bitume. Je regarde par terre, je vois le goudron. J'ai juste envie de me fondre dans ce goudron. Je monte dans la rame du métro, je m'assois et j'écoute la musique électronique qui est assez minimaliste. C'est des sons assez tristes et des voix très belles. Je me mets dans ma bulle et là, les larmes coulent en fait. On ne me voit pas pleurer, j'essuie mes larmes mais je pleure et j'avance comme si j'étais le fantôme de moi-même jusqu'à que j'arrive à la porte de chez moi, que j'ouvre la porte et que je retrouve mon garçon. Et là, à ce moment-là, je redeviens moi-même et je suis à nouveau la maman de Mathias et la maman d'Héloïse.
L'étape qui suit, c'est donc le traitement par radiothérapie. Il a fallu fabriquer un masque à Héloïse pour pouvoir faire passer les rayons à l'intérieur de ce masque. Et il y a une très très grande précision là-dedans. On lui pose le masque sur le visage, elle est allongée sur le dos et en fait on lui clipse le masque contre la table pour pas qu'elle bouge la tête, parce qu'il faut surtout pas bouger pour que les rayons vraiment visent un endroit très très précis. Et nous, ce qu'on nous a permis d'apporter, c'est de la musique, parce qu'Héloïse adore la musique et qu'elle a une compile que son papa lui a faite. Du coup, on avait sa compile sur une petite clé USB et on mettait de la musique d'Héloïse dans la pièce pendant la radiothérapie. Il y avait Coldplay, Louane, Cyndi Lauper, les Kids United, et ça lui donnait du courage. Et elle avait toujours, évidemment, Doudou avec elle. Ça fait plus d'1 mois qu'elle est hospitalisée, donc elle a vraiment hâte de retrouver sa chambre, sa maison, son frère. Donc on arrive mi-décembre, juste avant les fêtes de Noël, donc ça aussi c'est une bonne surprise. Et on continue tout de même d'aller tous les jours en radiothérapie avec Héloïse, mais on fait l'aller-retour en ambulance et le soir on est à la maison tous les 4, donc on est très contents d'être ensemble. On est le 21 décembre, une dame sonne à la porte. On était dans le salon, donc Héloïse, son papa, son frère et moi. On ouvre la porte et une dame arrive avec une petite caisse. Et là, elle dépose la caisse dans le salon. Elle ouvre la caisse et là, un chat sort de la caisse. Et Héloïse n'en croit pas ses yeux. Elle regarde son papa, elle regarde sa maman. Et on voit le questionnement, mais il est à qui ce chat ? Et donc on lui répond, c'est ton chat, c'est notre chat, on adopte ce chat. Et là, elle est heureuse, on voit dans ses yeux une gratitude, enfin son père est d'accord pour avoir un chat, mais c'est fabuleux, elle nous regarde avec des yeux d'amour, elle est tellement heureuse. Et il est très câlin, il est très mignon, il est très calme, il dort tout le temps. Et il adore être à côté d'Héloïse et surtout quand elle est dans sa chambre, dans son lit, il se met à ses pieds et il roupille comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Le jour de l'an, ça se passe avec des amis. C'est une soirée très festive. On s'est tous bien habillés. Héloïse, je l'ai bien coiffée, je lui ai mis une jolie robe. Elle est en fauteuil. Avec une de mes amies, en cuisinant, on se sert des coupes de champagne, on met la musique à fond, on rigole et on raconte plein de bêtises pour faire rire Héloïse. Donc on fait un peu les clowns et je la vois rire aux éclats et puis me regarder en levant les yeux au ciel, se disant « mais ma mère, elle est complètement folle ». Et ça, c'est des moments que j'adore. À un moment donné, dans la soirée, il y a Mathias qui s'est déguisé en chevalier avec le bouclier et puis l'épée. Et il y a une autre épée que tient un de mes amis. Et il se met à faire des combats de chevalier avec mon fils. Et Héloïse, elle a une couverture sur elle parce qu'elle avait un peu froid, une couverture on dirait, de la peau d'ours. Donc on dirait une reine sur son trône, sur son fauteuil. Et elle les observe et elle rit de les voir combattre. Et là, à ce moment-là, me vient l'idée de mettre le générique de Games of Thrones et de les filmer. Et du coup, ça fait une scène qui est tellement drôle et que je garde en souvenir et des bons moments qu'on a passés. Ce soir-là, on avait fait un super jour de l'an. C'est des moments magiques. Après Noël, on vit une période assez calme. On est à la maison. Héloïse va bien. Avec la kiné, elle commence à remarcher un peu dans l'appartement. On sent qu'elle est très fière d'elle et que ça lui donne l'espoir de retrouver son corps d'avant. Et nous, on l'encourage aussi là-dedans, parce qu'on espère aussi qu'elle puisse retrouver ses facultés d'avant.
Mais petit à petit, en fait, l'effet de la radiothérapie finit par s'estomper. Et à ce moment-là, la maladie progresse et on a commencé à le ressentir fin mars. Elle a un traitement qui est assez lourd. Elle a un traitement à base de corticoïdes, d'antiépileptiques. Et elle prend beaucoup de poids à cause des corticoïdes parce qu'elle prend une dose qui est énorme. Et elle gonfle. Et ça, elle supporte pas d'ailleurs de voir son image dans la glace. Et on sent une légère fatigue dans tout son corps et dans sa tête. Elle sent que son corps suit pas et que peut-être la boule est en train de grossir. Et effectivement, on constate que la tumeur a progressé, mais pour l'instant, les médecins ne prévoient pas de traitement. On continue comme on a l'habitude de faire, donc ça suit son cours. On cherche à tout prix à concentrer tout ce qu'on peut faire de beau et de bons moments à partager avec nos enfants, de tout faire le plus rapidement possible. On sent qu'il y a une sorte d'urgence. Et avec le papa, on décide de se marier. On choisit la date du 14 avril, car Héloïse a 9 ans et demi le 14 avril. Elle est née un 14 octobre, donc le 14 avril, c'est parfait. Et donc, on réserve un petit resto, on a l'habitude d'aller, qu'on aime bien, dans notre quartier. On prévoit buffet, fromage, charcuterie, vin, champagne, de la musique et on prévient les copains un peu à la dernière minute et donc la famille aussi est bien sûr invitée, mais c'est un petit comité. Le 14 avril, Héloïse est en fauteuil. Elle est belle, elle est habillée d'une belle robe. On a été chez le coiffeur qui lui a fait des anglaises. Elle a un bandeau autour de la tête. Mathias, il est déguisé en Spider-Man, donc ça c'est plutôt drôle. Le papa est super bien habillé, le marié en beau costume, 3 pièces. Et puis moi, j'ai une robe assez simple en dentelle près du corps, rose poudré, avec un perfecto, donc un peu rock'n'roll. Et puis tous les copains, pareil, sont habillés. C'est pas du tout conventionnel, chacun est habillé comme il aime être habillé. Donc c'est très simple et à la fois c'est plein de joie. Et les enfants, donc Héloïse et Mathias, c'est eux qui nous apportent les bagues. Donc c'est un moment assez émouvant et très fort, je pense pour tout le monde. Et puis suite à cette cérémonie à la mairie, on part tous au resto et là on va faire la fête toute la nuit. Il y a de la musique à fond, on rit, on boit, on mange et c'est un moment qui est beau, qui est léger. Il y a énormément d'amour et on a envie de vivre les choses à fond, de façon très intense. Et tout le monde est dans cet état-là. Il y a une sorte d'euphorie. C'est tellement particulier, c'est tellement dans un contexte tragique, douloureux, qu'en fait, on transcende ça en célébrant la vie et on fait sauter les verrous, quoi. On se lâche. Il y a un lâcher-prise vraiment total. Et j'ai une amie à moi, notamment, qui m'a dit ça a été le plus beau mariage de ma vie. Je me suis jamais autant marrée à un mariage que le tien. Et ça, pour moi, c'est super d'avoir pu faire partager aussi ça à mes amis, à mes proches, et qu'ils en garderont un souvenir inoubliable. Après le mariage, son état se dégrade, elle se fait opérer 2 fois et les interventions la fatiguent énormément. On sent qu'il y a un mal qui la ronge à l'intérieur et qui l'épuise et puis elle a plus envie, elle a plus envie de se battre par moment. Et ça, c'est extrêmement difficile pour moi en tant que mère de ressentir ça. C'est tellement dur pour une maman de voir son enfant souffrir. Souffrir physiquement, c'est déjà très très dur. Mais alors de voir son enfant souffrir psychologiquement, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. C'est insupportable. Au mois de juin, je décide d'aller me faire tatouer le prénom d'Héloïse sur le bras.
parce que je sens qu'il y a une urgence et que je veux qu'elle elle le voie. Je récupère un cahier où elle a écrit son prénom et je vais le montrer à la tatoueuse. Et donc la tatoueuse a reproduit exactement avec son écriture son prénom en y rajoutant quelques symboles. Il y a une note de musique, parce que Héloïse adore la musique. Il y a un poisson, c'est son élément, l'eau, et une petite étoile, parce que c'est ma petite star. Quand je rentre de chez la tatoueuse, j'arrive à la maison et elle m'attend avec ma meilleure amie qui était restée avec elle. Et je lui montre le tatouage et je lui dis, voilà, comme ça, t'es toujours avec moi. C'est pour lui montrer à quel point je suis fière d'elle, que je la trouve extrêmement courageuse, parce qu'au final, c'est elle qui subit les traitements, hein. Nous, on est juste spectateurs et elle se plaint jamais. Au-delà de l'amour que je lui porte, je trouve que c'est un être extraordinaire et je lui dis voilà, t'es mon idole, j'ai fait tatouer ton prénom sur mon poignet. Et là, je me rappelle de son regard, elle parlait pas trop à l'époque et je vois beaucoup de fierté, je la sens très heureuse. Dès que je vois son petit œil pétiller, dès que je sens de la joie dans son regard, je suis la plus heureuse des mamans. Son état se dégrade de jour en jour et avec le papa, on s'inquiète de plus en plus parce qu'on veut pas la garder à la maison si vraiment son état empire. Donc on décide à un moment donné d'appeler le médecin et de lui demander à la faire hospitaliser, ce qu'elle accepte tout de suite. Donc ils envoient le SAMU pour aller la chercher à la maison. Donc c'est son papa qui décide de partir avec elle. Le SAMU arrive, les ambulanciers viennent la chercher, ils la descendent en fauteuil. Au moment où elle rentre dans l'ambulance, moi je suis à la fenêtre et là je sais que c'est la dernière fois, elle reviendra plus à la maison. Et son père, au même moment, pense exactement la même chose. Les journées passent et se ressemblent. On vit à l'Institut Curie avec elle et on passe beaucoup de temps tous les trois dans la chambre. On a de moins en moins de visites puisqu'au final, on préfère être seul avec Héloïse. On voudrait pas louper le moment où elle partira. Et les journées défilent. Elles ont un rythme. Donc le matin, on se lève, on prend le petit-déj, on va prendre notre douche dans le service. Il y a des douches communes pour les parents. Moi, je vais fumer mes clopes en bas de l'immeuble. Héloïse a son bain tous les jours. Donc, c'est toute une logistique pour la porter parce que elle est dans un état comateux. Donc, elle est transportée dans une grande baignoire. On met la radio préférée d'Héloïse qui est Radio Voltage. Et il y a toutes ces musiques qu'elle aime qui passent. Je lui donne son bain, je la lave. Même si elle a les yeux fermés, même si elle est dans un état comateux, je sais qu'elle entend, je sais qu'elle sent tout. Elle est bien dans l'eau, elle flotte, son corps n'a plus de poids. C'est un moment pour elle qui est très agréable. Après, nous, avec le papa, on se fait plein de parties de baby-foot, des parties assez endiablées, on fait beaucoup de bruit, ça fait rire beaucoup les médecins qui passent. Et puis après, on retourne dans la chambre d'Héloïse. Je lis beaucoup et je dors. Je fais beaucoup de siestes. Je pense que je récupère de toute la fatigue cumulée pendant les derniers mois. Et le papa, pareil, bouquine, se repose. Et généralement, la journée passe comme ça. Et le soir, on se couche assez tôt. Le 27 juin, donc quelques temps après son arrivée à l'Institut Curie, elle commence à tomber dans un coma profond, avec plusieurs crises d'épilepsie qui inquiètent les médecins et qui du coup leur font envisager que là, elle va partir certainement très vite. Je veux pas la laisser partir toute seule, donc je suis à ses côtés. Et à un moment donné, elle est assez apaisée. Et il y a le psychologue qui nous demande si tout va bien. Et je lui dis à ce moment-là, j'ai besoin de vous voir. Je lui dis... Héloïse va mourir là aujourd'hui
et c'est mon anniversaire. Et c'est pour moi intolérable. Et là, je pleure, ce que je m'autorise pas à faire quand je suis auprès d'Héloïse dans sa chambre. Donc après, je repars dans la chambre d'Héloïse et je reste auprès d'elle et les heures passent, et elle est toujours là. Et puis à minuit 2, je la prends dans mes bras et je lui dis merci, t'es pas partie et c'est le plus beau cadeau que t'aies pu me faire. Et je l'ai serrée très fort dans mes bras, je lui ai fait plein de bisous, je me suis mis allongée à côté d'elle. Et voilà, c'était très très beau. C'était un beau cadeau. Et après, Héloïse, en fait, elle a eu à nouveau un regain. Elle était à nouveau consciente. Elle arrivait à nouveau à ouvrir les yeux. Elle pouvait plus parler, mais elle pouvait nous regarder, elle pouvait nous entendre. Et on a pu profiter encore de moments comme ça avec elle. Jusqu'à un jour où Héloïse montre des signes de détresse respiratoire et le médecin nous explique que ce sont des signes comme quoi là on arrive sur la fin. On reste du coup toute la journée dans la chambre avec Héloïse et on lui met une musique douce. Et puis les heures passent et Héloïse est toujours là. Cette nuit-là, je lui raconte une histoire. Héloïse m'a toujours dit, même avant qu'elle soit malade, je me réincarnerais en panthère des neiges. Je lui raconte une histoire de panthère, pas panthère des neiges, mais de panthère dans la savane, d'animaux amis vivant dans la savane. Je lui décris la chaleur, le paysage, le sable, et on s'endort toutes les deux sur cette histoire. Le jour se lève, et c'est une journée comme celle de la veille. Héloïse a des pauses respiratoires, mais sa respiration reste régulière, et elle est toujours là. À un moment donné, le médecin vient nous voir et nous dit ça serait bien que vous alliez faire un petit tour pour souffler un peu. On s'occupe d'Héloïse, on laisse la porte ouverte, on est là, il y a une infirmière qui est spécialement dédiée à elle, donc elle vérifiera toutes les 10 minutes si Héloïse va bien. Donc on décide à ce moment-là avec le papa effectivement de sortir un peu, d'aller mettre le nez dehors. Et on va se promener au jardin du Luxembourg. On est au mois de juin, il fait beau, il fait chaud, il y a du monde dans le jardin, on entend des bruits d'enfants. On s'assoit sur un banc avec le papa et on finit par s'avouer quelque chose d'assez inavouable, assez difficile à dire. Mais on se dit qu'en fait, on n'en peut plus, qu'il faut que ça s'arrête et que il est temps qu'Héloïse parte en fait. C'est hyper dur, c'est épuisant, on ne supporte plus cette attente parce qu'on sait que ça va arriver, que en fait le tsunami se rapproche de plus en plus, qu'il est là de plus en plus près de nous et qu'il va taper fort, mais il faut qu'il tape une bonne fois pour toutes parce que l'attente est trop dure. On sort du parc, on se dirige vers un petit café, on se dit qu'on va aller se boire un petit café avant de retourner dans la chambre. Et puis au final, on se commande une bière, un demi, comme si on avait besoin un peu de légèreté à ce moment-là. Quelques minutes après, le médecin nous appelle pour nous dire que là, il faut venir parce qu'Héloïse, à nouveau, fait des grosses pauses respiratoires et que ça sent la fin. Donc, on rejoint la chambre, on se met à côté d'Héloïse, moi je lui prends la main. Et puis je vois qu'effectivement, elle fait des pauses respiratoires de plus en plus longues et que là, la fin s'annonce. On attend, on la regarde et puis à un moment donné, moi je sens qu'elle part. Je m'écroule sur elle, je lâche tout. Et le médecin est pas encore sûr que ce soit vraiment, elle soit vraiment partie. Puis plus les minutes passent et plus il comprend qu'en fait, effectivement, ça y est, elle est partie. Et moi, je suis contre elle, sur son petit torse, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et les minutes passent. Et là, à un moment donné, je vois son torse bouger, et elle reprend une respiration. Et là, son cœur se remet à partir, et là, on n'y croit pas. On se dit, c'est pas possible, c'est un miracle,
Et moi, je ris en même temps que je pleure et je lui dis merci. Je la prends dans mes bras et je l'embrasse et je lui dis mais merci, mais t'es revenue. C'est indescriptible comme moment. Elle repart dans son corps, quoi. Elle retourne dans son corps et c'est juste incroyable. Donc moi, je repipe le médecin et le médecin re-rentre dans la chambre et là, effectivement, il constate qu'elle re-respire, quoi. Il est assez surpris et il nous laisse un moment avec elle dans la chambre. Et là, elle est repartie pour un tour. Donc, on reste auprès d'elle pendant la soirée. Moi, je suis à côté d'elle pendant la nuit. Je dors avec elle. Je la lâche plus, quoi. Je l'ai contre moi. La nuit passe et au petit matin, il y a une infirmière qui arrive et qui me tapote sur l'épaule et qui me dit réveillez-vous. Je crois que ça y est, là, Héloïse, elle va vraiment partir. Et là, j'ouvre les yeux et je vois Héloïse, effectivement, le teint très très blanc et les lèvres très très violacées. Et je sens qu'elle est en train de quitter son corps. Et elle fait 2 respirations et là, elle part. C'était la fin pour nous aussi. La fin d'un combat, la fin d'une vie. Et c'était ça le plus important, c'était de l'accompagner jusqu'au bout. Et quelques minutes après, j'ai vu un sourire sur son visage, comme si son corps la lâchait et qu'elle était à nouveau bien, quoi. Et ça m'a vachement apaisée. Il y a un soulagement parce que elle ne souffre plus, mais moi, je sens un vide immense. Je suis comme dans une sorte de coma psychique. C'est comme si, jusque-là, il fallait que je porte ma fille et que, à partir du moment où elle était plus là, il n'y avait plus rien qui me portait. J'ai mon grand frère de Singapour qui est arrivé tout de suite dans la foulée. Il a pris le premier avion et ça m'a fait du bien parce que je crois que il m'a reconnecté à la vie en prenant soin de nous, en nous aidant à organiser la suite. Et puis il fallait qu'on récupère notre fils à la gare puisque c'était son autre oncle qui l'avait gardé pendant les 3 semaines où on était à l'hôpital avec Héloïse. Et là, je me rappelle donc être sur le quai de la gare et d'être toujours complètement anesthésiée ailleurs, quoi. J'étais vraiment, j'étais plus là. Et je vois mon petit garçon qui descend du train, qui se met à courir et qui se jette dans mes bras. Et là, je le serre contre moi, très très fort, et je sens son cœur qui bat contre le mien. Et là, ça a été comme une espèce de décharge électrique, une décharge de vie, comme si on me faisait un électrochoc et qu'on me réanimait. Et de sentir son cœur battre, j'ai senti le mien battre, et à ce moment-là, la vie repartait. On décide de faire la cérémonie au funérarium du père Lachaise. C'est une salle qui est absolument magnifique avec des vitraux. Tous nos proches viennent. Des amis d'Héloïse sont là. Il y a énormément de monde. Moi, j'ai écrit un texte pour Héloïse, son papa aussi, mon grand frère aussi. Donc, on décide de lire nos textes et entre chaque texte, on passe une musique qu'Héloïse adorait. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions dans la salle, une force d'union de toutes ces personnes-là qui sont réunies pour Héloïse. Il y a quelque chose de extrêmement fort. Et puis, je lui dis que c'est mon idole et que ça restera mon idole, que je l'aime à l'infini et que je l'aimerai à l'infini toute ma vie et que son petit frère a besoin de nous et que lui aussi on l'aime à l'infini et qu'on va continuer notre route et qu'elle sera toujours là avec nous.
Aujourd'hui, on vit à Bordeaux, près de l'océan. On a une vie plutôt confortable, on a de la verdure, on a de l'espace, on a un appartement qui est très lumineux. Mathias s'est très vite adapté à cette nouvelle vie, il a plein de copains, il s'épanouit, c'est un petit garçon qui a aujourd'hui 7 ans et qui va vraiment très très bien. Il parle facilement de sa sœur, c'est pas un sujet tabou pour nous, bien au contraire, on aime bien en parler, on en parle assez librement. J'ai arrêté de travailler lorsqu'on s'est installé à Bordeaux. J'en ai profité pour me poser, pour m'occuper de moi. Et ça m'a fait réfléchir sur ma vie, ce que j'allais en faire. J'ai fait une formation pendant 1 an sur le deuil et le travail de deuil, parce que j'avais besoin d'avoir une vision plus élargie de la mort, sur tout ce qui est questions éthiques, philosophiques, psychologiques, pour peut-être un peu mieux l'apprivoiser, pour m'aider aussi sur mon chemin du deuil, et puis pour en faire quelque chose après, m'investir là-dedans pour d'autres parents. Donc j'ai des projets qui sont en cours. Héloïse, je la sens toujours avec moi. Elle est juste de l'autre côté d'un rideau. Elle a une autre vie ailleurs. Je sais qu'elle est heureuse et elle m'aide à trouver du sens à ma vie aujourd'hui. Je suis beaucoup plus à l'écoute de ce que je suis grâce à elle. J'ai plus de projection, j'ai juste à essayer d'être dans le moment présent, d'être à l'écoute de ce qui se passe et de me laisser guider par des chemins et y aller, en fait. Voilà, tout simplement, aller là où je me sens guidée. Il y a des choses qui ont profondément changé en nous, mais en revanche, ce qui n'a pas changé, c'est notre joie de vivre, c'est de célébrer la vie, de faire la fête, de voir les amis, de passer des vacances avec les amis, d'inviter des petits copains à la maison pour mon fils, garder toujours son humour et même dans les situations les plus tragiques, tourner les choses en dérision, ça fait un bien fou. L'humour est un bon échappatoire à la tristesse. Vous venez d'écouter le 121e épisode de Transfert. Cette histoire a été recueillie par Jeanne-Marie Desnos. Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.